Voilà, donc la phase de définition, le tout premier objet, c'est de comprendre le problème. Donc on va, dans cette phase, faire du process mapping. Donc je vais arriver sur une description documentée de mon processus, sous la forme de swimlane, par exemple. Je vais demander l'avis de mon utilisateur, de mon client, pour savoir quels sont les facteurs critiques liés à mon produit final, c'est-à-dire ceux que l'utilisateur veut absolument trouver dans mon produit. Je vais faire une estimation de mon cost of poor quality. Alors on représente ça sous la forme d'un iceberg parce qu'évidemment les coûts cachés sont les plus importants par rapport aux coûts visibles. Et puis je vais avoir besoin de métriques différentes. Alors une des métriques principales, au-delà des temps pour la performance et puis des coûts pour l'efficience, c'est également le RTY pour la qualité. On va voir comment est-ce qu'on calcule un RTY ou un DPU, Defect per Unit, c'est-à-dire le nombre d'erreurs que je vais trouver dans un dossier, dans un processus de traitement. Dans la sélection des projets, je vais avoir une mission principale, ça va être de déterminer, de créer le business case. Business case qui est une partie de mon project charter. Alors on va vous donner un exemple de project charter qui est vraiment une synthétisation de tous les tenants et les aboutissants du projet. De projet d'amélioration, bien sûr. Dans ce project charter, je vais avoir une description de mes métriques. Parce qu'il va falloir que je me concentre dans Six Sigma sur mon Y. Quel est l'Y que je vais chercher à améliorer? Y égale f de x. Cet Y il peut être décomposé en un ou plusieurs sous-Y, eux-mêmes étant actionnables par un ou plusieurs X. Il va falloir que je comprenne la relation entre ces différents X et Y, de manière à bien comprendre quelles sont les grandeurs que je vais chercher à piloter. Alors là, il y en a une, normalement, qui s'appelle le grand Y, le primary metric. Il doit y en avoir qu'une seule, et je dois choisir entre better, cheaper et faster. Et puis les métriques secondaires, qui devraient être des métriques avancées, qui vont me permettre de voir si j'avance dans la bonne direction, au bon rythme, et si je vais être en mesure d'atteindre les objectifs de ROI qui me sont demandés. D'ailleurs, dans le business case qui ressemble à cette petite chose-là, j'ai une identification très très claire du retour sur investissement attendu, qu'en général, je symbolise, je rank sous une forme de lettres A, B, C, D, qu'on verra dans le détail un petit peu plus tard. Dans les éléments de gaspillage, on va retrouver les différents types de gaspillage qu'on connaît historiquement dans le Lean. Et puis on a les 5S, le 5S qui est un petit projet d'amélioration du poste de travail, de nettoyage du poste de travail, de manière à avoir un environnement de travail le plus propre, standardisé et efficace possible. Dans la phase de mesure, alors c'est une grosse phase, je vais essayer, dès cette phase-là, d'identifier quelles sont les causes qui sont à l'origine de la variation du Y. Ces causes, ce sont les X. Donc on va parler de diagramme d'Ishikawa, on va apprendre à en construire un, à manipuler Minitab pour analyser, représenter ce diagramme. Pendant cette phase de découverte, puisque c'est dans cette phase de mesure que je vais découvrir le processus de manière beaucoup plus détaillée que dans la phase précédente, j'ai tout un process de découverte de mon processus d'ailleurs, je vais arriver à un micro-process map où là, je vais avoir l'ensemble des détails de toutes les activités du processus. Je vais utiliser un outil qui s'appelle le SIPOC, Supplier Input Process Output et Customer, qui va me permettre d'avoir une vue globale à haute altitude, d'avoir un macro process map avant de commencer à rentrer dans le détail. Pendant tout ce travail-là, je vais avoir identifié l'ensemble de mes X et je fais un premier classement qualitatif des X par rapport à l'Y. C'est-à-dire quels sont les X de manière qualitative les plus importants, les plus impactants sur le Y. Étant donné que j'ai les subject matter experts, j'ai les différents sachants qui ont été mobilisés dans la découverte du processus, je vais tout de suite leur poser la question, je vais profiter d'eux, pour savoir, selon eux, quels sont les X qui ont la plus grande influence sur le Y. Ça va être un premier niveau de priorisation des X par rapport au Y. Je vais faire un petit peu de test de normalité, parce que dès la phase de mesure, comme son nom l'indique, je vais essayer de mesurer. Et puis je vais essayer d'avoir une vue globale des mesures dont je dispose et des données dont je dispose. Ensuite, je vais rentrer dans le Measurement System Analysis où j'ai principalement, alors j'ai sauté le FMEA qui est l'identification des risques principaux liés au processus qu'on va remplir au fur et à mesure. Dans le Measurement System Analysis, j'ai deux dimensions qui sont très très importantes, c'est la précision et l'exactitude.
La précision et l'exactitude, c'est, eh bien là par exemple, je suis exact mais pas précis. Exact, ça veut dire que je suis au centre, pas précis, c'est parce que mon tir, il est dispersé. Et là, je suis précis mais pas exact. Précis parce que mon tir est groupé, mais il n'est pas exact parce que je ne suis pas au centre de la cible. Eh bien ça, c'est les deux dimensions du gauge RNR, qui est un système, hein, qui est une méthodologie qui va me permettre de savoir quelle est la part de variation qui est liée à mon système de mesure par rapport à la variation qui est liée à mon processus lui-même. C'est-à-dire, si je mesure une variation de mon processus, il est important que je sache que cette part de variation vient majoritairement de mon processus et pas de mon système de mesure. Donc je vais avoir une analyse de mon système de mesure qui est à réaliser après. Je vais avoir différents types de mesurements de système analysis en fonction du fait que je suis sur des données normales ou des données attributaires. Il y a une petite modification ici dans les données attributaires parce que je n'ai pas de référence. Il faut que j'ai un opérateur qui me donne une ligne de référence. C'est le contrôle qualité sur de l'inspection. On reviendra là-dessus. Alors, dans le process capability, j'ai principalement 4 grandeurs à déterminer pour avoir une idée de la capacité de mon process. Les deux principales étant le CP et le CPK, je reviendrai là-dessus, qui sont des métriques qui me donnent une idée de la maturité de mon processus. Puis je peux faire bien sûr de la capacité sur des données continues et de la capacité sur des données attributaires. On va voir que les processus qui permettent d'estimer la capacité d'un process continu et d'un process attributaire ne sont pas tout à fait les mêmes. On a des différences assez sensibles qu'il faut connaître. Bien entendu, ça c'est quelque chose qu'on attend d'un Yellow Belt. Dans l'analyse, alors là on a un paquet d'outils, hein, donc on va avoir dans le filtrage des X, hein, X-shifting, en fait on va avoir la première chose qui est le multivariate analysis, qui est une manière de représenter la variation du Y en fonction de la variation des X, qui va être une sorte de filtre qualitatif des X par rapport aux Y. On va tout de suite identifier les causes qui sont à l'origine de données anormales, parce que là, on commence à analyser les données, hein, donc il se peut qu'on se rende très vite compte que les données ne sont pas normales. Et ça, c'est plutôt bon signe, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir identifier assez facilement quelles sont les causes d'anormalité. Et si j'ai une cause d'anormalité, c'est parce que j'ai quelque chose qui force les données à ne pas évoluer de manière aléatoire. Et si j'ai quelque chose qui force mes données à ne pas être normales, c'est parce que j'ai une cause spéciale. Et il y a 4 grands types de causes spéciales qui sont très facilement reconnaissables et qui vont du coup nous amener très facilement à identifier des solutions à cette anormalité des données. Si les données ne sont pas normales, c'est qu'il y a une cause, et donc c'est quelque chose qui empêche le processus de varier de manière normale. On va revenir sur l'inférence statistique, et puis ça va nous amener à la définition des tests d'hypothèse. Alors tests d'hypothèse, c'est là-dessus que tout le reste de la phase d'analyse, et il y a énormément d'informations, s'il y a un vrai bestiaire des outils utilisables en phase d'analyse, eh bien, ce test d'hypothèse, il va falloir le comprendre, le décortiquer, comprendre quels sont les types d'erreurs qu'on va réaliser, auxquelles on est soumis, auxquelles on est confronté. Quand on fait un test d'hypothèse, on va parler de risque alpha et de risque bêta, et puis on va parler de puissance du test. Là, vous avez une petite courbe qui symbolise la puissance du test. Et bien tout ça, on va s'en occuper dans les tests d'hypothèse qui sont synthétisés ici. Si vous comprenez, alors évidemment, si vous n'avez jamais vu ça, on ne peut pas comprendre ça, mais quand vous avez compris les tests d'hypothèse et que vous avez juste ces 4 informations-là, vous pouvez traiter tous les cas en fait, qui se présentent à vous. Alors avec des petites variantes, parce qu'évidemment, une fois qu'on a dit test d'hypothèse, qu'est-ce qu'on teste ? Ça dépend du type de données. Parce qu'on a des tests d'hypothèse qui fonctionnent dans le cas de données normales, et puis on a des tests d'hypothèse qui fonctionnent dans le cadre de données non normales. Et puis sur des données continues, et puis sur des données attributaires. Et donc on a tout un organigramme, tout un bestiaire d'outils qui nous permettent de faire des tests sur des variances, des tests sur des moyennes, des tests sur des proportions, des tests, etc., etc., etc. Bien sûr, pour un green belt, puisque là dans l'analyse on est dans un green belt, il faut bien sûr comprendre et connaître tout ça, c'est naturel. De la même manière, alors là on a 2 grands types de tests, des tests sur des données normales et puis des tests sur des données attributaires.
Alors sur les données normales, principalement on va tester la moyenne et puis on va tester l'écart type. Alors on va tester la moyenne par rapport à une valeur, on va tester deux moyennes entre elles. Par exemple, vous avez deux fournisseurs et vous voulez savoir s'il y a un fournisseur qui est plus rapide que l'autre. Donc vous allez essayer de tester les moyennes des données collectées vis-à-vis de vos deux fournisseurs. Et puis vous allez aussi chercher à tester si vous avez réellement effectué une amélioration. C'est-à-dire que vous n'avez pas deux processus différents, vous avez le même processus mais qui a évolué. Et alors là, du coup, on ne peut plus parler de phénomènes indépendants, puisque c'est le même processus mais qui varie, donc on va parler de paire de tests. On va parler de tests de variance, là on était principalement sur des tests de moyenne, et voilà le petit organigramme qui nous permet de choisir quel type de test correspond le mieux à notre valeur recherchée, à notre conclusion recherchée. Et puis on peut également faire des tests sur les variances, et puis on peut tester également de multiples moyennes les unes avec les autres. Ça, c'est le domaine de l'ANOVA, l'analyse de variance. Alors c'est un peu bizarre, hein, mais le test d'ANOVA, en fait, il permet de tester plusieurs moyennes entre elles. Et puis on a bien sûr des tests d'hypothèse qui se basent sur des données non normales data. Alors des données non normales, là on ne peut plus tester la moyenne, parce que pour avoir une moyenne, il faut une gaussienne. Donc on va tester des médianes. Et puis on va tester des variances. Et puis ça marche également pour les données attributaires. On va parler de table du qui-2, etc., etc. Voilà, tout ça, ça doit être maîtrisé par le Green Belt qui doit comprendre évidemment de quoi on parle sur les tests d'hypothèse. Il doit être en mesure de ressortir immédiatement quel est le test qui correspond le mieux à sa situation. On va passer ensuite en phase d'improve. Alors la phase d'improve, le boulot principal de la phase d'improve, c'est de connaître le F. On a Y qui provient du define et du mesure, on a X qui provient de mesure et d'analyse, maintenant il faut qu'on ait le F. Et puis découvrir le F, ça veut dire faire de la régression, ça veut dire faire de la régression linéaire, voire quadratique, voire cubique. Et ça veut dire représenter des données, ça veut dire trouver la loi qui correspond le plus, de manière la plus proche possible à la réalité des données, parce que la réalité des données, c'est les petits points rouges. Nous, on essaye de faire passer une loi mathématique, la courbe en bleu, à travers tous ces points, mais on va forcément faire une erreur, qu'on appelle epsilon ici, parce que la loi mathématique, elle ne va pas représenter exactement le process, ça va être un modèle du processus. Donc on va faire forcément une erreur en approximant ce nuage de points rouges là par la cubique ou la parabole bleue. Et donc ça va être très important de connaître quelle est la part d'erreur qu'on accepte de faire en faisant un modèle d'un certain type vis-à-vis de notre processus. Puis ensuite, il va falloir qu'on détermine les corrélations entre les différents x. Parce que si on a deux x qui sont corrélés dans notre relation f, on va essayer de se séparer d'un x. Parce que vous vous souvenez que tout l'objet de 6 sigma, c'est de caler la variation des x. Parce que si mes x ne bougent plus, ne varient plus, mon y ne variera plus. Donc si j'ai plusieurs x, il va falloir que je cale l'ensemble de mes x. Donc si j'ai deux x qui sont reliés, je vais essayer je ne vais n'en garder qu'un seul, parce que si je cale celui-là, étant donné que les deux sont liés, automatiquement, je vais caler le deuxième. Donc je vais essayer d'identifier des corrélations entre les x. Est-ce que x2 et x3 se comportent de la même manière, auquel cas x2 et x3 sont liés. Donc je vais ne m'occuper que de l'un d'entre eux. C'est un x que j'ai écarté, sur lequel je n'ai plus besoin de me concentrer. On va donc parler de multicollinéarité, de meilleurs sous-ensembles, ce qui va nous permettre, avec des techniques statistiques, de manière extrêmement factuelle et précise, éliminer les x qui ne sont pas importants ou les x qui sont multicollinéaires, c'est-à-dire qui varient de la même façon. Donc du coup, je vais me séparer des x qui sont multicollinéaires, parce que sinon ça me coûterait trop cher de caler la variation de l'ensemble des x. Et puis on commence à aborder la problématique du design of experiment à ce niveau-là. Design of experiment dans lequel on va aller vraiment dans le détail. Alors ça c'est dans le Black Belt, où j'ai tout un processus pour mener un plan d'expérimentation. Alors là c'est un petit peu particulier comme méthodologie, ce plan d'expérimentation, où je vais avoir un certain nombre de facteurs, les différents x que je vais devoir tester, et puis différentes valeurs de ces différents facteurs. Et puis, je vais faire varier tous mes x en même temps.
Je ne vais pas faire du one factor at a time, OFAT, c'est-à-dire que si j'ai 3 paramètres, par exemple la température, la pression et puis la composition chimique, je dis n'importe quoi, je ne vais pas d'abord bouger la température, puis voir comment mon Y bouge, puis ensuite la pression, puis je vais voir comment mon Y bouge, et puis ensuite la composition chimique, puis voir comment Y bouge, parce que là ça me demanderait un temps fou. En fait, je vais faire changer tous les 3 paramètres en même temps. Et je vais utiliser les outils statistiques qui vont me permettre de décorréler la variation de mon Y par rapport à ces différents X en une seule passe. C'est pour ça que le design of experiment est extrêmement puissant, extrêmement intéressant, parce que je vais économiser énormément mes coûts lorsque je vais faire du design of experiment. Ça va me permettre de faire varier tous mes paramètres d'entrée en même temps. Voilà, c'est une technique extrêmement rapide, extrêmement puissante pour faire ce genre de travail. Et puis enfin, j'en arrive à la phase de contrôle. Alors cette phase de contrôle, il y a une partie un petit peu touchy là. Il arrive que je perde un petit peu de public là quand on arrive dans cette partie-là, parce que là on parle de techniques un petit peu avancées, d'expérimentation, où en fait on va parler de la recherche du minimum local d'une fonction, qui est en fait par exemple, je vais chercher à optimiser le flux de mon processus, c'est-à-dire que je vais avoir besoin d'optimiser par exemple la performance, le temps de cycle d'une étape, optimiser ça veut dire aller rechercher soit le maximum si je suis dans une performance, soit le minimum si je suis dans une consommation par exemple. Donc là il y a une méthodologie un petit peu avancée pour aller chercher progressivement le minimum qui correspond aux valeurs de X qui vont m'amener au minimum de la fonction Y ou au maximum de la fonction Y. Mon analyse de capacité, qui est très simple à mener dans le cas de données continues, je peux également la mener dans le cas de données non normales ou non continues. Et là, j'aboutis à des schémas qui sont un petit peu plus complexes à interpréter, mais une fois qu'on a compris et qu'on en a vu un, on s'en sort. Je vais également parler de lean control. Donc le lean control, c'est une sorte de système de maturité via lequel je passe pour progresser en maturité dans mon processus. Je vais avoir des systèmes de contrôle de défauts qui vont être de plus en plus anticipatifs. C'est-à-dire là, si je suis au niveau 0, d'accord, je fais de la formation, je sensibilise, mais n'empêche que je me prends quand même les défauts. Quand je suis dans l'automatisation, l'idée c'est que je sois en mesure de régler mon X, d'agir sur mes X pour rétablir le Y. Ça veut dire que j'ai une connaissance complète de ma relation Y égale F de X. C'est bien sûr ce niveau 6 d'automatisation qu'on va chercher à atteindre dans le contrôle des défauts. Une partie très intéressante également, c'est le Statistical Process Control, où on va parler des différents types de contrôle. Là, vous avez une carte de type IMR, et puis vous avez tout un organigramme, un logigramme, qui va vous permettre de choisir quels sont les différents types de cartes de contrôle. Là, vous les avez tous ici, qu'il faut utiliser dans tel cas de figure. Évidemment, tout ça, c'est à savoir, parce que ça, c'est le Yellow Belt qui doit savoir ça. Et puis on a une toute dernière partie, le Six Sigma Control Plan. Alors le plan de contrôle, c'est ça, c'est un ensemble d'informations, de documents qui sont rassemblés de manière à ce qu'un nouveau venu dans le processus soit capable de s'approprier le processus et de le mettre sous contrôle et d'agir en cas de déviation du processus instantanément. Et puis, il y a une deuxième technique qui consiste à prioriser les idées d'amélioration en fonction de leur impact, en fonction de leur ROI et puis en fonction de leur urgence. Voilà, c'est l'ensemble des outils que vous allez utiliser à travers l'ensemble du cursus Lean Six Sigma, Yellow Belt, Green Belt et Black Belt. Et bien sûr, si vous allez jusqu'au Black Belt, il faut évidemment savoir tout ça, sachant que la certification Black Belt, vous pouvez être interrogé, vous serez interrogé sur l'ensemble de ces éléments. Donc cette Brandum, je pense qu'elle va vous être très utile. Elle m'a été très utile lorsque j'ai passé la certification Black Belt. Elle est très utile parce qu'elle vous offre le recul nécessaire pour vous réapproprier l'ensemble des outils. Parce que si vous partiez directement des supports et des vidéos, vous auriez quand même un petit peu de mal. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair. N'hésitez pas à utiliser cette Brandum, je suis sûr qu'elle va vous être très très utile. Merci.